C'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire spécial intitulé La réaction de l'Amérique latine au discours du Premier ministre Carney à Davos. La discussion d'aujourd'hui sera animée par Ken Frankel, le président du Conseil canadien des Amériques, et sur cela, je cède la parole à Ken pour lancer la conversation. Merci à tous et toutes. Merci Martha et merci à tout le monde qui a décidé de nous rejoindre aujourd'hui sur ces commentaires. Je pense qu'on peut commencer avec vous, Bob, pour commencer un peu la conversation d'aujourd'hui, qui va prendre une petite heure. Peut-être vous pouvez nous aider à comprendre un petit peu si vous en savez quelque chose par rapport, vu que vous êtes encore à l'intérieur, pourquoi le Premier ministre Carney s'est senti animé à faire ce type de discours et quels sont les principaux enseignements, disons trois, à retenir de ces discours? Quelle interprétation les observateurs font-ils de ces discours, mais qui, selon vous, ne sont pas fondés par rapport à l'interprétation réelle qu'il faut donner à ce type de discours? OK, ben avant tout, je veux être clair par rapport à ce que je sais et ce que je ne sais pas. Je sais que le Premier ministre Carney a écrit le discours lui-même. Ça n'a pas été un effort corporatif, communautaire. Non, pas du tout. Ça n'a pas été quelqu'un qui écrit normalement le discours. C'est le style et la forme des pensées du Premier ministre. Ben, si vous ne le connaissez pas, vous peut-être vous pouvez connaître quelque chose par rapport à son contexte. Il était le président de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre aussi. Il comprend le système économique global, probablement de la meilleure forme par rapport à n'importe qui d'autre dans le monde. Et il est aussi, il est encore dans ces contextes, dans les dynamiques géopolitiques et des politiques économiques dans le monde. Donc, il a la crédibilité pour pouvoir offrir ce type de discours parce qu'il n'est pas juste en train de parler en tant que Premier ministre canadien depuis la perspective canadienne. Je pense que il voit ce qui est en train de se passer comme un moment significatif dans la vie du monde et il veut attirer un peu l'attention sur cela. Un commentaire personnel que je peux offrir par rapport à ces discours, il était chef de la Banque d'Angleterre au moment du Brexit. Donc, il a vu en temps réel ce qu'une rupture signifie réellement et quel est l'impact de ce type de rupture, ben, dans ces cas-là, par rapport à l'économie britannique et par rapport aux relations globales de façon plus générale. Donc, ça, c'est un peu le contexte par rapport auquel ce gars dit certaines choses et je pense que c'est important aussi de souligner ces perspectives. Bien sûr, il a beaucoup de publics différents. Nous avons le public général du monde qui voit et réagit, aussi le public du Canadien qui est la perspective la plus préoccupée, les publics des États-Unis qui sont particuliers aussi. Et au milieu de cette discussion bilatérale, on essaie de se concentrer sur les deux principaux enseignements par rapport avant tout la nature des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis et deuxièmement, les problématiques autour de la thématique de la sécurité de l'Arctique, des relations avec l'OTAN, de l'Europe, de l'Ukraine, et tous ces types de préoccupations par rapport au gouvernement canadien et l'extérieur. Donc, les discours doivent être reçus sous cette lumière. Donc, la raison pour laquelle je dis qu'il a écrit lui-même, c'est que euh, nous avons trouvé dans les discours un aphorisme et des éléments vraiment particuliers dans l'essai du nous n'avons pas ce type de style d'écrire des choses pour essayer de se connecter au public. Ce n'est pas du tout ces genres-là. Nous avons un contexte, bien sûr, mais une relation difficile que nous avons eue dans les derniers temps avec les États-Unis. Dans le moment, nous sommes dans une observation plus ample par rapport à comment les politiques de Trump entrent en contact avec le monde et la situation de l'Ukraine, de l'OTAN, de l'Europe d'une forme plus vaste, mais aussi comment les personnes sont en train de répondre à cette imposition de tarifs unilatérales pour les États-Unis. Et donc, ce que a été dit,
par rapport à comment les choses auraient dû être faites, mais aussi comment tout le monde est arrivé à Washington en essayant de mettre un accord sur la table et que cela, tous ces les tarifs qui sont ridicules, on entre dans les petites négociations illogiques qui n'ont pas du tout de sens. Donc, au lieu d'avoir un monde qui s'est réuni pour essayer de trouver une réponse globale par rapport à ce que M. Trump est en train de faire, ce qui est potentiellement vraiment catastrophique, ben, tout le monde essaye d'avoir des accords séparés et différents et cela est vraiment chaotique. Donc, dans ces contextes, je pense que les discours a été changé. Je pense que l'intention au début était de l'ignorer, mais cela n'a pas marché parce que tout est tellement sorti du rien. Je pense que vraiment les autorités des affaires étrangères et les départements de défense et tout ça ont complètement sous-valoré, n'ont pas assigné et vu le poids de ce type de documents d'importance. Je sais que ça, c'est le type de structure que M. Carney a pensé que ça aurait dû être considéré d'une forme plus significative pour comprendre les conséquences de ce type de document. Ce n'est pas juste une fabrication intellectuelle de certains membres d'un personnel de la Maison Blanche ou du Conseil de sécurité nationale. Et c'était plutôt par rapport à l'approche politique vers l'administration Trump en incluant le président lui-même. Donc, c'est quoi le point central du discours? Les personnes peuvent l'interpréter comme elles veulent, mais je pense qu'il y a trois points à souligner. Et le premier est que les choses sont différentes maintenant par rapport à ce qui était avant. Les personnes doivent comprendre cela. On pensait qu'il y avait des signes de continuité dans la politique américaine, dans l'administration publique américaine. Nous voyons des signes de comportement, mais de quelqu'un qui dit quelque chose et fait quelque chose d'autre. Mais à côté de cela, il faut reconnaître que nous sommes face à un niveau que M. Carney a appelé rupture, de changement significatif qui rend impossible d'une forme logique la possibilité de déclarer que nous sommes encore dans un système fondé sur les règles, sur un ordre politique, sur des institutions internationales comme l'OMC qui doivent être respectées et écoutées, etc., etc. Donc, la question de M. Carney a été, si cela est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour le reste du monde? Et un autre mot qui n'a pas tombé facilement de lèvres de beaucoup de personnes et que M. Carney a utilisé. Quelle est la différence entre l'hégémonie entre un pays et les autres pays du monde qui n'ont pas le même niveau du pouvoir? Peut-être ça aurait été plus utile de mentionner les pays, mais il a choisi de ne pas mentionner les pays par nom. Quel type de puissance particulière il faisait référence. Mais je pense que nous savons quand même de quoi nous sommes en train de parler. Donc, forcer et exercer du pouvoir sur un nombre d'autres pays. Et je pense que le point simple que M. Carney était en train de essayer de montrer est que beaucoup de pays ont un sentiment de souveraineté propre depuis 1945 à 1941-42 même, cette sorte de racine intellectuelle de ce type d'approche. Et beaucoup d'entre nous étaient des partenaires de ces constructions. Nous devons comprendre que cette partie est la plus importante dans la construction de cette structure et que, effectivement, il y a quelqu'un qui est sorti de cette construction et qui a décidé qu'ils vont faire les choses comme ils veulent. Et cela est vraiment préoccupant pour tous ceux qui veulent avoir une relation stable avec les États-Unis. Donc, à ce niveau d'incertitude, l'interprétation qu'on fait de la déclaration de M. Carney est que les puissances moyennes doivent se réunir et comprendre comment répondre à ce type de rupture. Donc, au moins, on a le courage de dire quelque chose de catastrophique en train de se passer. En fait, M. Carney a dit
dans des mots avec lesquels je ne suis pas d'accord. Donc, on va faire une lutte de cela, mais en soi, c'est faire un peu une lutte ou reconnaître que cela a changé, c'est significatif. Et il n'y a pas de sens regarder vers l'arrière. La nostalgie n'est pas une stratégie. Donc, on doit vraiment essayer d'embrasser l'idée, le besoin d'une prédictibilité plus grande pour le respect de la stabilité de l'ordre économique mondial, mais aussi les besoins de que tout le monde respecte cet élément. Je pense que les messages étaient pour les Canadiens, mais aussi pour les autres pays. Il faut faire plus pour construire notre propre résilience, pour les faire de forme domestique, mais à niveau national, renforcer l'économie, renforcer la sécurité. Il ne s'agit pas juste de sécurité, c'est pas juste l'économie, c'est tout. C'est construire l'industrie de la défense. Nous avons eu un agenda politique, un ordre du jour politique pendant longtemps par rapport à comment nous pouvons nous engager dans la sécurité de l'Arctique un peu plus, comment nous pouvons être efficaces par rapport à cela. Et donc, cette attaque, ou on peut l'appeler comme vous voulez, l'attaque au Venezuela, les bombes des navires au milieu de la mer, la conversation ridicule sur la Groenland, je pense que cela n'est même pas conclu encore, la forme de s'imposer, d'imposer un agenda sur le monde au lieu de se préoccuper de la situation ukrainienne, par exemple, c'est quelque chose qui préoccupe vraiment les Canadiens et Canadiennes. Et donc, je pense que il a mis au centre, grâce au discours, le besoin critique de commencer tous à avoir une conversation globale par rapport à exprimer comment nous nous ressentons. Et cela inclut l'Europe aussi, mais ça inclut aussi l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. Nous avons beaucoup de puissances moyennes dans ces continents, beaucoup de pays qui travaillent tous ensemble et qui peuvent faire la différence et repousser pas seulement l'approche des États-Unis, mais aussi repousser le président Poutine aussi. Donc, repousser ces pouvoirs régionaux qui essayent de contrôler la vie de tout le monde sans laisser la voix à ceux et celles qui pourraient s'exprimer en contre. Donc voilà, cela n'est pas du tout n'est pas du tout par rapport à la santé du monde. Et la dernière question, je pense que comment les personnes l'ont interprété, c'est super intéressant. Je pense que ça a été sous-estimé. Les personnes ont sous-estimé le champ d'application au Canada. Nous comprenons, bien sûr que nous comprenons la relation proche que nous avons avec les États-Unis. Et juste pour un petit rappel des chiffres, les 75% de notre commerce va vers les États-Unis. Donc, nous sommes un pays qui a un PIB de plus de 50% dépendant du commerce. Donc, nous sommes dépendants extrêmement avec des relations les succès avec les États-Unis. Et donc, je ne pense pas que M. Carney a dit quelque chose par rapport à qu'il voulait dire certaines choses ou qu'il voulait signifier certaines choses. Ce qu'il voulait dire était la relation des États-Unis est importante pour nous, mais ce ne peut pas être la seule chose importante pour nous. Nous avons beaucoup d'autres relations commerciales avec le monde. Nous avons d'autres marchés qui peuvent être restés en vie, d'autres pays avec lesquels nous avons déjà des relations proches et nous n'allons pas ignorer ces relations. Nous allons travailler plus et étendre ces relations. Donc, nous voulons travailler au-delà des États-Unis parce que les États-Unis se sont convertis dans un partenaire qui n'est pas avec lequel nous ne pouvons pas nous organiser. Ça n'a pas de confiance, ça ne donne pas de confiance. Des tarifs sur deux ou trois produits. On a pensé qu'on avait un accord de libre commerce et l'idée était de jamais les changer. Mais le président a répété cela. Cela a été fait avec M. Trudeau aussi, de forme générale. Il a un peu éliminé l'importance, ignoré l'importance du Canada, de la société canadienne aux États-Unis, et le président le fait tout le temps. Donc, cela est vraiment difficile pour les Canadiens, comme si on était à côté. Parfois, c'est difficile de, comme on dit en hockey,
gouverner avec les bras hauts, toujours en défense. Par rapport aux événements de dernière semaine, le Premier ministre a senti le besoin de montrer un peu que nous sommes dans une conversation plus globale que cela ne paraît. Et donc, c'est aussi une réflexion du Canada qui dit, nous avons besoin de votre aide des autres pays et nous voulons vous aider aussi. Donc, ces manques d'approche d'alliance avec les autres pays, tous ces pays qui sont quand même face à un manque de confiance vers ce que la Russie, les États-Unis, la Chine pourrait faire avec Taïwan. Donc, l'important des pays d'avoir plus de conversations, de confiance entre autres par rapport à ce qui est en train de se passer, ce qui peut ne pas se passer, et par rapport aussi à cette relation que tout le monde est en train de souffrir par rapport à cette position d'incertitude avec les États-Unis, mais aussi avec la Russie et la Chine. Donc, il s'agit vraiment d'imprévisibilité complète vers les États-Unis. Donc, ça, c'est un peu le contexte et l'analyse de mon discours. Je pense que la réaction au discours au Canada a été fort. Je pense que des formes ironiques, ça a été plus fort globalement que la réaction qui s'est passée dans notre pays. Et je pense que c'est là à voir avec le climat politique et le leader politique qui est contesté tout le temps par les médias, par l'opposition. Mais je pense que dans ces cas spécifiques, le cœur du discours devait être effectivement dit à voix haute. On peut interpréter différemment, on peut choisir, critiquer les choix de langage. Cependant, je crois qu'il est vraiment important de souligner pas seulement la valeur que le Canada ressent envers la relation avec les États-Unis, mais aussi la clarté par rapport à cette rupture. C'est une rupture qui ne veut pas dire que nous ne croyons plus dans les Nations Unies et dans les rôles des institutions internationales, mais ça nous positionne plutôt dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, explorer d'une forme plus multilatérale et bilatérale comment nous allons renforcer notre relation et comment nous allons gérer cette augmentation d'imprévisibilité dans le monde par rapport aux choix que le président Trump est en train de faire. C'est vraiment une présidence basée dans la rupture. Et c'est une erreur que je pense que c'est intentionnel de travailler vers la rupture. Nous n'avons pas fait assez. Il faut faire plus. L'ironie est qu'une fois qu'on dit qu'on fait plus, si on dit, OK, on va parler avec la Chine, on reçoit tout type de critiques. Donc, c'est ironique. On nous dit qu'il faut faire plus. Et nous, on dit, OK, on va faire plus. On veut faire plus par rapport à la Groenlande, à la Chine, parce que nous ne voulons pas que vous, les États-Unis, occupent la Groenlande. Nous voulons des situations de sécurité où le Canada et la mer Arctique va avoir des conversations sérieuses par rapport au coût de cette imprévisibilité. Et le dernier point que je veux faire est les discours par rapport vraiment spécifiques par rapport aux préoccupations du Canada sur la souveraineté et face aux déclarations qui ont été faites par le président de l'État 51. Donc, je pense que l'idée de cette Groenland comme si c'était l'État 52, c'est vraiment un gros problème pour le Canada parce que pas seulement la déclaration du président, mais aussi les positions du gouvernement des États-Unis et le secrétaire de trésorier, les commentaires qui ont été faits par rapport à Alberta la semaine passée, le séparatisme d'Alberta était vraiment conscient. Le Canada est en train d'augmenter son niveau de sensibilité et de conscience par rapport à l'importance de notre souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et ce qu'il faut faire pour la protéger en face aux commentaires aléatoires du président par rapport à ce qu'il veut faire. Donc, il s'agit d'une problématique très canadienne et je pense que le sentiment des pays est qu'ils ne veulent vraiment pas mettre en discussion la souveraineté des autres pays, de l'Ukraine, de la Groenland. Personne n'est préparé à les défendre ou à nous défendre. Et cela est une problématique pour le Canada. Donc, je pense que cela a poussé la main pour que le Canada commence à penser vraiment par rapport à nos besoins
pour assurer l'intégrité territoriale et que cela soit protégé. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous devons nous concentrer encore plus et pas à la recherche d'un isolationnisme, mais plutôt de résilience, de jouer un rôle plus important dans notre défense et pour protéger la souveraineté. Magnifique, Bob. Je te remercie vraiment beaucoup. Cela a vraiment donné un bon début à la conversation. Et je passe donc la parole à Ricardo. Vous avez entendu, bien sûr, ce que Bob nous a offert par rapport à l'intention derrière la déclaration du Premier ministre et aussi les points clés, les enseignements principaux de Mark Carney. Vous étiez dans la salle par rapport à la déclaration du président à Davos. Et donc, la forme dans laquelle Bob vient de décrire cela, est-ce que ça, c'est votre impression? Est-ce qu'il y a des messages que vous pensez que les leaders dans l'Amérique latine ou les personnes de la classe politique ont entendu généralement en Amérique latine? Et on va passer au-delà de ça à parler aussi plus tard de la Colombie spécifiquement. Oui, avant tout, la réponse est oui, mais je vais peut-être donner un peu de contexte par rapport à cela. McCartney a offert son discours avant le Parlement canadien et la réaction du monde aurait été la même à Davos aussi. En soi, Davos est le forum économique mondial plus grand du monde. Nous avons là plus de 60 présidents présentiels, 3000 délégués, 800 présidents des compagnies. Donc, 800 PDG, des délégations, des milliers de personnes de délégations. Et donc, le choix de cette déclaration a de l'importance. Il a choisi de le faire en face d'un public énorme. Le discours a été vraiment particulier. Et après cette intervention, toutes les personnes sont rentrées dans les différents panels qui n'avaient rien à voir avec la géopolitique, mais ils ont quand même parlé de cette discours, de cette déclaration, de ce discours en soi, et ça a été clair que dans un sens, il y a eu un grand impact. Maintenant, l'impact est plutôt un appel à se réveiller. Tout le monde a pris note du fait qu'on est dans une situation sérieuse et que juste après, juste avant, nous avions le discours d'Emmanuel Macron jeudi dernier, avant que Trump arrive au podium le mercredi, et ça a été absolument clair que et il a clôturé vraiment en haut cette soirée des discours. Maintenant, ici à Panama, j'ai vu le président de Panama et Lula du Brésil. Ils sont en train de parler et c'est clair que les puissances moyennes vont se réunir. L'Amérique va se réunir parce que cela est notre force. Nous pouvons faire beaucoup si nous sommes réunis, si nous travaillons ensemble. Cela n'a aucun doute. Il s'agit vraiment d'un continent séparé. C'est un grand rôle aussi de potentiel entre la Colombie et l'Équateur qui ont mis des tarifs par rapport aux exportations depuis la Colombie, les prix que la Colombie charge pour la transportation des tuyaux de gaz, etc., qui passent par le Pacifique. Ils ont mis en pause la vente d'électricité au Équateur, et ça, c'est juste un exemple de comment les différents présidents sont en train de transmettre le message, d'essayer de supérer ces différences afin de travailler ensemble. Je pense que ça va être possible de réduire l'impact des États-Unis et des décisions du président Trump avec ce type d'alliance. Donc, c'est vraiment une alliance avec les différentes régions et bien sûr, l'Amérique latine est dans cette situation.
Merci beaucoup, Ricardo. Hussein, Brésil, bien sûr, joue un rôle incroyable dans cet hémisphère. Et bien sûr, le projet du président Lula était depuis longtemps d'être les leaders dans Sud Global, si on peut l'appeler comme ça, si on veut utiliser ce terme. Donc, nous savons aussi que, au moins, il paraît que Lula et Carney s'aiment bien les uns les autres, l'un l'autre. Donc, Carney a invité Lula au G7. Lula est allé là juste pour être là 24 heures et il est revenu en arrière. Cela a montré un peu qu'il s'apprécie et Marc Carney aussi a répondu qu'il s'apprécie beaucoup, qu'ils veulent travailler ensemble. Il y avait un tweet il y a un mois par rapport à une invitation de Carney pour visiter le Brésil. Cela n'a pas été confirmé par le gouvernement canadien, mais il paraît que le président Lula est justement en train d'écrire cela sur Twitter. Donc, on aimerait bien savoir, on est intéressé à savoir comment le discours du premier ministre Carney a été reçu au Brésil en général, mais surtout par rapport aux leaders politiques et analystes au Brésil. Et on inclut dans cela la classe business. Oui, bien sûr, merci beaucoup. C'est un plaisir vraiment de participer dans ces panels avec tellement de collègues distingués. OK, alors le discours à Davos a été un moment vraiment important, je peux dire. Ça a été un sommet, une apogée de tout ce que le Sud global veut. Même si Lula aurait fait ce type de discours, le fait, les répercussions n'auraient pas eu la même ampleur de Carney. Pourquoi? Ben, parce que les mots qu'il a choisis, la forme qu'il a utilisée, comment il a formulé, montrent que ce discours vient de quelqu'un qui, qui appartient de l'hémisphère ouest. Et nous savons que les pays de l'Ouest ont un impact beaucoup plus fort. Il s'agit d'un gros gars, vous voyez, par rapport aux États-Unis que par rapport à un pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Donc, je vais dire que je n'ai jamais imaginé que le Canada pourrait jouer un rôle tellement important de politique étrangère indépendante, détachée du Washington. Au Brésil, on n'aurait jamais entendu à cela. Et à la base, Trump a poussé le Canada à jouer ce rôle d'une forme très autonomique par rapport aux politiques étrangères et cela complètement détaché du Washington. On n'aurait jamais entendu cela. On était prêt à partir vers la Chine pour construire d'autres alternatives et afin de diversifier les possibilités, les options du Canada par rapport au commerce, à la situation, à l'ordre économique, si on considère bien sûr les États-Unis. Maintenant, si nous entrons dans une comparaison du Canada aujourd'hui par rapport aux objectifs de politique internationale et ceux du Brésil, les discours du Mark Carney et la politique étrangère du Brésil, du Lula donc, sont vraiment similaires sur beaucoup de points par rapport à la vision, par rapport aux objectifs et par rapport aux principes. Oui, donc c'est pour cela que je vois beaucoup de synergies et confluences par rapport au Canada et au Brésil, de formes spécifiques et particulières entre ces deux leaders. Maintenant, parmi ces convergences, les confluences entre le Canada et le Mercosur, les négociations de cet accord vont ouvrir le chemin encore plus pour avancer. Donc, la prochaine visite de Carney à l'Amérique latine et au Brésil sera aussi une opportunité pour avancer dans la négociation entre le Canada et le Mercosur. Donc, une alternative pour la politique étrangère canadienne. En soi, Trump a terminé en causant une chose très spécifique dans l'ordre du monde. Au-delà de la rupture, il a poussé
une nouvelle géométrie, un nouveau accord commercial, une nouvelle série d'accords commerciaux dans un ordre économique mondial où nous voyons vraiment beaucoup d'accords commerciaux qui commencent à voir naissance dans le Mercosur, dans l'Union européenne, avec l'Inde. Nous allons le voir à Mercosur et Canada, Mercosur et l'Inde. Et après, nous allons voir l'Union européenne qui vont essayer de faire un accord avec le continent asiatique, avec l'océan, donc avec le Pacifique. Et ça, c'est un peu l'effet Trump sur le panorama global. Donc, je pourrais dire que nous sommes dans un système d'une politique de tarifs commerciales anarchique, si on veut utiliser ces mots-là. Donc, depuis notre point de vue, depuis la perspective latino-américaine, je veux dire, je crois que le discours de Mark Carney à Davos a été vraiment similaire à notre message ici. Et lui, il est vraiment le, le, le Premier ministre qui a expliqué les préoccupations et qui a répondu à cette division qui circule dans le Sud global. Il a vraiment parlé aux leaders du Sud global comme si comme quelqu'un qui appartient à ces groupes, comme un leader depuis l'hémisphère ouest, parce que l'ouest aussi maintenant est séparé en deux blocs, les deux ouest, on va dire, le bloc Donald Trump, les biens et les mauvais, si on veut le dire comme ça. On peut dire mauvais, on peut dire mauvais, on ne doit pas chercher un autre mot. En soi, un peu le Ouest erratique, hein. Voilà, un peu le Ouest erratique. Je pense que le Ouest imprévisible, voilà, incohérent. Donc, en soi, une chose à souligner par rapport à la politique étrangère de Trump est que l'impact est vraiment une projection de la puissance chinoise. Il est en train de forme directe ou indirecte, de projeter la puissance chinoise partout dans la planète. Donc, les leaders de l'Ouest sont partis vers la Chine afin de signer des des accords commerciaux stratégiques bilatéraux, bien sûr, avec la Chine. Et on parle de la France, des Royaumes-Unis, de la Finlande, de l'Irlande et du Canada, afin d'améliorer la relation commerciale. Donc, Stormer, il est maintenant en Chine en essayant de trouver des nouveaux investissements et avoir des nouveaux accords économiques. Ça, c'est un peu l'effet Trump. En soi, c'est vraiment un bon service. La Chine ne doit même pas bouger géopolitiquement. Ils ne doivent rien faire maintenant. Le Ouest va vers la Chine et la Chine projette du pouvoir basé, fondé sur le nouveau autoritarisme mis en œuvre par Donald Trump par rapport à la stratégie qu'il a fondée sur la corruption économique et militaire. Et le Brésil est justement partie de cette mécanisation. Ce qui s'est passé au Venezuela a un grand impact. C'est une ligne, c'est une frontière par rapport à comment nous le recevons. Ce n'est pas une opération, il s'agit d'une attaque. Et donc, les choix de mots, Bob le sait bien, est vraiment important dans la diplomatie. Il s'agit d'un attaque, pas d'une opération. Ce n'est pas une capture. C'est du kidnapping. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel le Brésil est d'accord. Maduro n'est pas légitime. Nous ne reconnaissons pas son élection, mais la forme dans laquelle cela a été a été mis en marche, cela a été le premier attaque militaire sur l'Amérique du Sud dans l'histoire. Voilà. Donc,
Et cela, en soi, a, a été quelque chose qui s'est passé pour la première fois. Donc, dans la vision du Brésil, cela représente une menace de sécurité nationale sur tous les fronts, n'est-ce pas? Et cela parce que on peut le considérer de n'importe quelle perspective. La préoccupation, ça a toujours été comment gérer le cas du Venezuela. La préoccupation a été toujours l'augmentation de l'autoritarisme, les droits humains, mais Trump a pris action. Et c'était pas du tout par rapport à cette situation. C'était plutôt changer la tête du régime et la remplacer avec une autre tête, mais en maintenant le même corps du régime. Donc, en soi, à la base, il s'agit de préserver le régime au pouvoir et prendre tous les ressources naturelles du pays. Donc, nous parlons ici, nous avons le cas du Venezuela, mais si nous passons à la Groenland, nous parlons d'expansionnisme, d'interventionnisme et impérialisme. C'est sur cela que nous sommes en train de travailler. La Groenland, ben, c'est la domination, c'est la violation de la loi nationale, internationale. Et ça, c'est la réalité de l'ordre global dans les moments. Et de facto, il s'agit de la politique étrangère de Donald Trump. Et cela a un impact énorme sur nous tous et toutes. Et comme Carney a dit dans son discours, nous devrions avoir un réalisme fondé sur des valeurs et sur une action collective stratégique en coalition avec des intérêts mutuels partagés. Ça, c'est la seule forme, le seul moyen de faire face à ce nouveau autoritarisme fondé sur des éléments comme par exemple la contrainte ou encore la coercition militaire économique. Il s'agit d'une action collective d'intérêt mutuel en bloc et cela, c'est la seule forme de continuer. En mon opinion, franchement, je crois que l'administration Trump va être impossible à affronter si l'Europe ne fait quelque chose aussi. Merci beaucoup, Hussein. Je vais passer la parole, mais on va revenir en arrière par rapport à cela. Je vais passer la parole à Robert. Le Chili est un cas intéressant pour le Canada aussi, n'est-ce pas? Canada est le plus grand, il se trouve parmi les investisseurs plus grands étrangers. Et le Chili, je pense, d'une forme vraiment bipartisane, a été collé à ces principes et ces vertus du multilatéralisme par rapport, bien sûr, il y a eu des problématiques et des lacunes, mais cela m'a toujours touché le fait que on défend vraiment fortement un système fondé sur les règles. Et j'aimerais savoir comment cela est arrivé, le discours de Carney vers le Chili, le gouvernement de droite qui a pris le pouvoir maintenant. Cela n'est pas clair par rapport à comment ils vont se prononcer. Oui, ben en soi, des formes anecdotiques, j'ai parlé avec des amis et des collègues et des personnes qui ne suivent pas vraiment la politique. Je suis canadien et donc tout le monde était en train de commenter avec moi les discours de Carney et c'est vraiment bizarre d'avoir des personnes dans dans ma communauté sociale dire, oh là là, ton premier ministre a été formidable. Ça ne passe pas tout le temps. Donc, les personnes étaient vraiment connectées avec ce que Carney a dit. La question était, et je pense que cela revient vers la première question du Canada par rapport à comment cela a touché le Chili. Ben, par rapport au Chili, avant tout, dans les derniers 35 ans, le retour de la démocratie, et bien à cause du retour de la démocratie au Chili, ils ont eu des politiques étrangères du gouvernement des droites et des gauches qui ont, qui ont été centrées par rapport au multilatéralisme, à l'accord de libre-échange et à un système fondé sur les règles. Et je suis vraiment conscient du fait que le Chili est un petit pays avec une petite économie, mais sans ces règles, l'autre serait perdu. Et donc, le Chili dépend des exportations, dépend sur un régime de libre-échange,
Donc, tout cela est maintenant dans l'air et je pense que Carney veut vraiment dire, et sur le deuxième point, je fais une liaison et je reviens vers les stratégies de la sécurité nationale. Je pense que cela a été vraiment reçu au Chili. La stratégie de sécurité nationale a vraiment été emphatisée en Amérique latine. Ça a été souligné par rapport aux ressources d'Amérique latine. Des terres rares en particulier, nous l'avons. Nous avons tout cela. Et donc, nous avons les choses que les États-Unis sont en train de chercher, les cuivres, le lithium, entre autres. Et cela se passe en même temps que le Venezuela. Et donc, tout le monde ici est en train de dire, oh là là, tout peut se passer ici. Et je ne pense pas que le Venezuela, sans le Venezuela, le Chili aurait entré dans cette sensibilisation ou conscientisation. Et donc, maintenant, dans dans ces contextes de politique étrangère américaine vraiment agressive et proactive, ben cela a vraiment un impact chez nous. Et donc, les pays voisins, la Groenland, le Canada, donc ça touche à l'hémisphère complet. Et c'est la même chose par rapport à la stratégie de sécurité nationale ici. Et donc, je pense que Carney nous a offert pas vraiment juste cette approche de lever les bras type OK, mais c'est vraiment le moment de s'organiser. Il nous a donné le pouvoir de se considérer puissance moyenne. Et je pense qu'il y a une différence entre puissance moyenne et puissance secondaire. Les puissances secondaires n'ont pas vraiment de l'espace. Ils sont relégués à une position secondaire. Mais les puissances moyennes disent et peuvent dire par rapport à un système international, le multilatéralisme, à travers du pouvoir de nos ressources, notre place dans l'économie mondiale, nous avons de l'espace pour faire et créer du changement. Et donc, je pense que Carney, ce qu'elle a dit, a été le Canada a cet espace, l'Europe a cet espace, les pays comme le Chili ont cet espace, il faut s'organiser. Et donc, la seule chose que je pense qui m'a vraiment touchée en tant que Canadien comme Carney, pas juste comment, en tant que Canadien, mais la forme dans laquelle il a fait ses discours calmes par rapport à l'approche des autres leaders, des pétros, même de l'approche de Trump. Carney, il était tellement calme et M. Ray est d'accord et partage un peu cela avec M. Carney. Il était calme, il était tranquille, il était posé. Et dans une sphère internationale où la projection de la puissance des différents leaders est vraiment de crier et de créer un type de discours, cela a frappé vraiment notre attention. Et par rapport à ce que Hussein a dit de la Chine a une projection du pouvoir, mais de l'ordre aussi. La Chine veut de l'ordre. Donc, je pense que nous sommes maintenant dans une division du monde de puissance dans une rupture. Et donc, les États-Unis semblent se placer à eux-mêmes à la côté de la Russie et des autres. Et donc, ceux qui veulent un peu de l'autre, même si c'est libéral, veulent de l'autre. Et donc, si c'est de la puissance moyenne, ce que Carney était en train de dire, que comme puissance moyenne, on peut essayer de trouver une forme de participer à ce système. Il est vraiment étrange que les États-Unis, donc les divisions entre l'Ouest et l'Est, les libérales ou pas, les États-Unis sont un peu à côté de tout cela. L'Amérique latine se considère encore partie du monde, de l'ordre du monde libéral. Donc, Carney, le Canada, l'Europe, l'Amérique latine peuvent s'organiser pas contre les États-Unis, mais au moins autour d'une série de valeurs qui, même les États-Unis ne sont plus en train de représenter. Donc, le problème n'est pas vraiment choisir la Chine, choisir les États-Unis. Il ne s'agit pas, je pense, de se placer entre ces deux. Je ne pense pas que le reste du monde est là. Je pense que nous nous trouvons maintenant dans une sphère de valeurs partagées, des puissances et d'espaces de changement, mais nous devons comprendre si cet espace commun va être les États-Unis ou une autre organisation. Et pour fermer mon intervention sur ces points-là, il ne s'agit pas d'une coïncidence que dans le même franche de temps, le président Trump a annoncé le Board of Peace, sa coalition de la paix, parce qu'il ressemble que les pays qui veulent participer là vont avoir un ordre global et sont le type de pays qui ne sont pas d'accord avec l'agglomération des pays que Carney représente. Donc, je pense que c'est pour ça que Carney a reçu ses soutiens dans son discours, parce que le chemin vers l'avant est justement cela.
Ricardo, je te passe à nouveau la parole. Merci beaucoup, Robert. Je veux un peu la perspective de la Colombie. Donc, chaque pays a un peu choisi dans les différentes circonstances comment faire cette comparaison, ces contrastes. Donc, il est intéressant. Nous savons bien sûr que le président Petro est vraiment à faveur du message dans le discours de Carney, mais en même temps, la Colombie dépend ou est au moins vraiment engagé avec le commerce avec les États-Unis est aussi, il est euh, l'objectif des préoccupations de sécurité des États-Unis. Il y a eu des menaces d'invasion potentielle qui sont été relancées à plusieurs reprises dans l'administration des États-Unis. Et donc, le président va sortir cette année. Nous ne savons pas qui va être la personne qui va prendre le pouvoir. Et donc, nous savons vraiment quelle est la tendance dans le pays. J'aimerais que vous parliez un peu plus de comment cela peut se relancer dans les élections présidentielles de la Colombie. Oui, je pense qu'il est vraiment important de souligner que nous allons être à Washington la semaine prochaine. N'oublions pas cela. Donc, à Caracas, Pedro était très critique. Il a parlé à l'Air Force One quand Donald Trump a dit que Pedro devait faire attention. Après cela, beaucoup de présidents ont parlé. Il devait offrir à Petro un discours à Bogota, mais il l'a mis à côté. Il y a eu un changement de ton. C'était assez dramatique. Et donc, nous allons voir comment cela se déroule. Hier, Pedro a parlé avec Anna et a dit que Malda devrait être renvoyé à Caracas pour faire face à son procès. Et donc, nous avons beaucoup de messages conflictuels. Vous savez que Petro, parfois, relie des choses. Nous sommes au milieu de la campagne. Il est maintenant à faveur des statistiques par rapport à l'opinion publique. Et donc, parfois, ils se sont obligés à partir vers Washington. Cela, bien sûr, a des conséquences politiques importantes. Et n'oublions pas que Cepira, candidat du pacte historique de la gauche, a eu beaucoup de succès dans ces réunions, dans cet appel. Et bien sûr, il y a des conséquences politiques, des réactions. Avant tout, nous avons les élections législatives. Cela va commencer en mars, le premier tour des élections présidentielles à la fin de mai. Et bien sûr, Pedro est que la situation est que Pedro n'a plus de temps. Rappelons-nous ce qui s'est passé avec Zelensky la première fois qu'il s'est présenté à Washington, une fois qu'il était là présentiellement. Donc, nous allons avoir un peu plus de clarté la semaine prochaine. Mais à la fin de la journée, nous pouvons déjà dire que nous sommes en train d'entrer dans ces cycles vicieux que nous avons eu l'année passée avec Pedro, les déportations. Donc, ce que nous avons vu au début de cette année, quand les États-Unis ont menacé les attaques qui étaient en train de se passer envers la Colombie, cela nous préoccupe. Bien sûr, je veux aussi souligner que pendant le discours à Davos, Donald Trump a dit que il y a eu des situations des attaques. Il n'a pas dit attaque, bien sûr, mais il a mentionné qu'il y a un haut pourcentage de narcotiques dans le transport de narcotiques vers les États-Unis ont été bloqués avant d'entrer dans le pays. Mais il a aussi assuré que cela va commencer des opérations terrestres. Donc, cela veut dire que quelque chose est aux portes et nous savons que la production
est effectivement en Colombie. Et donc, cela est une alarme de préoccupation pour nous tous parce que les opérations conduites contre les laboratoires de drogue en Colombie nous montrent que l'année passée, par exemple, euh, 1000 tonnes de cocaïne ont été interceptées et cela est un record. Donc, si cela se passe, les choses pourraient se dérouler d'une forme plus positive. Maintenant, en connaissant les deux personnalités, Pedro et Trump, il y a une bonne probabilité que les choses vont se détériorer à nouveau. Ricardo, merci beaucoup. Juste une toute vite question et après je veux revenir en arrière vers Bob. Par rapport à l'agenda de sécurité, ben, il s'agit vraiment d'une problématique au centre de l'élection de présidentielle en Colombie. Donc, il est pas la seule problématique, mais il s'agit bien sûr d'une des plus importantes. Donc, quand nous parlons de sécurité au Colombie, nous parlons toujours des liens avec l'armée des États-Unis en collaboration avec le gouvernement des États-Unis. Donc, pour quelqu'un au centre, même un peu centre-droite, est-ce qu'il y a de la sympathie envers ce que Marc Carney a dit à Davos? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, je crois que la plupart des candidats vont suivre sur la même ligne en termes des relations internationales et tout ce qui a été dit. Donc, je crois que cela va marcher très bien avec Marc Carney et la Colombie aussi. Mais je répète, la grande question est si la Colombie va être partie de la solution en tant qu'une approche plus sympathique ou plus contradictoire. N'oublions pas non plus que il y a eu aussi une série d'élections en Chili tantôt, et cela n'a pas été vraiment sympathique dans la forme d'entrée dans cette relation internationale. Et donc, Pedro doit se limiter un peu, mais il doit s'occuper aussi de ces relations qui ont été un peu détériorées par ces attaques. Voilà. Oui, merci beaucoup, Ricardo. Je reviens en arrière, mais en soi, cela joue un peu par rapport aux questions qui ont été posées. Effectivement, je vois des questions et les questions sont, est-ce que le Canada veut euh, être le leader des puissances moyennes? Et dans ce moment, je pense que le Canada a beaucoup dans son plat, déjà à niveau domestique, à niveau interne. Donc, je vois qu'il faut effectivement offrir une bonne réponse. Ici, nous avons parlé, Bob, tu as parlé avec les ambassadeurs, les ministres, les chefs d'État dans les pays du monde entier, en incluant l'Amérique latine. Donc, je te demande, est-ce que tu as eu des conversations dans lesquelles tu as ressenti la possibilité de développer une coalition entre les pays de l'Amérique latine, le Canada et les pays de l'Amérique latine sur les principes bases d'une gouvernance multilatérale? La réponse est oui. Je vais élaborer un petit peu sur cela. Il y a toujours une problématique par rapport à la vision du pays. Il y a toujours plusieurs pays qui disent, nous voulons être partie de cet effort. Nous voulons avoir un dialogue sérieux par rapport à ce qui est en train de se passer et bien sûr inclure beaucoup des pays d'Amérique latine. Donc, cela dit, n'est pas limité à l'Amérique latine. Il n'y a pas un limite régionale. Même les pays d'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, même du Moyen-Orient. Je pense qu'il y a un grand désir depuis tous ces pays de comprendre comment mieux gérer tout ce qui est en train tout ce qui a été décrit ici, l'imprévisibilité, l'urgence de cette approche qui a été prise, l'abomination, la dominance, voilà, et la problématique clé dont on est en train déjà de parler. Donc, je pense que il faut comprendre quelque chose ici. Il faut considérer que ce type de rhétorique, de série d'activités exprimées par le président Trump et ses proches, en soi, c'est un signe de débilité, de faiblesse. Ça ne s'agit pas d'un signe de force. La forme dans laquelle il se présente n'est pas du tout la forme dans laquelle une personne avec confiance se présente. Il s'agit d'un groupe de personnes qui sont désespérées.
afin de établir leur dominance, mais ils ne sont même pas sûrs qu'ils ont encore ces leaderships au niveau du monde. Et comme vous avez parlé des relations, par exemple, avec la Chine, entre l'Amérique et la Chine, eh ben, en incluant le Caraïbe, la Chine était vraiment active à niveau financier, comme partenaire économique aussi. Ils se sont engagés directement avec beaucoup de pays du BRICS, l'institution qui a été créée. Ils ne sont pas en train d'ouvrir la Banque mondiale. Les États-Unis doivent comprendre comment répondre à tout cela. Ils n'ont pas non plus changé le Fonds monétaire international. Donc, il s'agit de réponse aux besoins du Sud global qui refuse de bouger sur ces problématiques. Donc, en soi, le type d'imprévisibilité et le chaos, la nature du chaos de l'ordre du monde actuel est inévitable. Donc, le manque de capacité des États-Unis de comprendre où euh, où se trouve leur position et comment construire des formes saines. Eh ben, si nous lisons l'histoire, mais même si on va pas tellement en arrière, il y a toujours la montée et la descente des grands pouvoirs. Et le début est chaotique, l'assumption du pouvoir est chaotique, l'administration du pouvoir est assez forte, mais après, il y arrive une stabilité. Et après cette stabilité, il arrive la descente. Et la descente commence avec une phase de désordre, de chaos. Et je pense que nous sommes effectivement là. Il s'agit d'une vieille puissance qui ne veut pas partager les pouvoirs. Les États-Unis veulent jouer le rôle clé dans comment le monde va avancer. Mais ils doivent apprendre à partager les pouvoirs. Les administrations sont plus ou moins à disposition par rapport à avoir ce type de conversation, mais il n'y a rien d'exceptionnel des États-Unis, dans le sens que il n'est pas supérieur aux autres pays, c'est que de l'idéologie, ce n'est pas du tout la vérité, la réalité de la situation est vraiment différente et personne a les pouvoirs pour toujours, la puissance n'est pas assignée euh, dans l'infini à un pays. Et nous sommes comme on dit chez nous, le jambon dans chaque sandwich. Donc, nous n'avons pas de choix. Nous sommes là au milieu. Nous sommes dans un moment d'articuler quelque chose, d'essayer de comprendre vers où nous allons aller et comment avoir ce type de conversation. Si nous regardons les situations de Suez en 56 comme un moment de transmission de pouvoir entre les Britanniques, les Français, les Américains, les Israéliens, et donc tout le monde est en train de dire, est-ce que on va laisser passer tout cela? On va pas te le permettre. Le Canada joue un rôle moyen a joué un rôle moyen dans ce type de message aux Britanniques. Et donc, à ces moments-là, je pense qu'on n'a pas su jouer un rôle fondamental, mais ces rôles est à nouveau dans nos mains aujourd'hui. Donc, n'oublions pas, les gens, que notre position dans le Moyen-Orient était vraiment différente par rapport aux États-Unis dans les derniers 5 ans, par rapport même à l'administration Biden. Nous avons rétabli les besoins d'autodétermination des Palestiniens. Nous avons soutenu l'idée qu'il y a un nombre de processus avec lesquels on essaie de s'engager, de financer le développement, de jouer un rôle dans lequel nous essayons d'avoir un consensus plus grand du système des Nations Unies pour avancer. Et donc, ce type de approche de ne rien savoir, de ne rien faire, euh, de ne rien faire pour aider les pays, par exemple, faire face au climat, la résilience climatique, etc. Les contrastes que j'ai vus à Davos entre les deux discours, les deux discours entre Carney et Trump étaient vraiment différents, pas juste dans la tonalité, dans le ton, mais aussi dans la confiance. Carney a dit, nous ne sommes pas un pays de swing. Vous voyez, notre pays clairement a besoin d'avoir des conversations, de s'engager. Le monde a une chose et les tâches à faire sont d'autres. Une chose est le monde et une autre chose est l'action. Tout le monde le sait. Il y a une lacune entre le monde et l'action. Et donc, il s'agit vraiment de comprendre comment mettre en œuvre une stratégie face à cette énorme opposition envers l'administration des États-Unis et la politique américaine. Cela ne va pas être facile du tout. Ça va être vraiment, vraiment difficile.
toutefois, je crois que la force de M. Carney a été être capable de décrire les moments dans lesquels nous nous trouvons maintenant, de proposer des idées par rapport à comment nous pouvons s'en sortir, nous en sortir, et aussi d'établir des liens d'amitié avec beaucoup de pays afin d'avancer de forme constructive. On peut vraiment travailler sur cela. Oui, effectivement, j'aurais aimé continuer à en parler. Malheureusement, quand Marthe apparaît, on sait que le temps vraiment est terminé. Donc, je veux vraiment 30 secondes de réponse à cette question. Le président Lula, bien sûr, s'est projeté et continue à se projeter comme leader du Sud global. Les circonstances ont changé et nous avons parlé de cela pendant la dernière heure. Maintenant, par rapport au cadre actuel, aux circonstances actuelles, est-ce que le Brésil va arriver avec des nouvelles idées? Par exemple, nous pouvons imaginer que dans la visite de Marc Carney au Brésil en avril ou en mai, nous allons avoir cet élément dans l'agenda. Donc, une idée par rapport à comment nous pouvons reconstruire le reste du monde afin de rétablir ces systèmes d'ordre. Que 30 secondes, hein? Je pense que Lula ne s'est jamais proposé comme leader du Sud global. Je pense que le Brésil est vraiment grand avec beaucoup de ressources. Et donc, il s'agit effectivement du pays le plus grand dans l'Amérique du Sud, dans le Sud global. Et Lula a joué un rôle important dans les politiques dans la politique étrangère de ces pays. Et donc, bien sûr, il s'est projeté comme leader et son charisme aussi le ramène à jouer un rôle important. Je pense que dans le moment, la visite de Lula, le Brésil va avoir de l'impact du secteur privé. Les pays vont ressentir l'impact de cette construction d'une coalition importante dans l'hémisphère de l'Amérique latine, des pays du Caribe et aussi dans le système multilatéraliste. Donc, comment construire un bloc des pays de puissance moyenne, au moins sur certaines thématiques, construire donc les consensus. Pas sur tout, mais au moins sur certaines thématiques. Donc, construire un consensus, je pense que cela va permettre réussir à atteindre un minimum, un dénominateur commun sur les facteurs clés importants. Et il faut, et avec cela, je termine, il faut ne pas oublier que les trois élections présidentielles qui vont se passer cette année en Amérique latine, et nous avons Pérou en avril, Colombie en mai et Brésil en octobre. Et la problématique centrale est qu'est-ce que le Washington va faire, surtout dans l'interférence de ces processus électoraux des pays que je viens de mentionner, surtout au Brésil. Cela est crucial. Nous n'éliminons pas l'hypothèse qu'il va y avoir des interférences dans les processus électoraux. Peut-être pas Trump lui-même, mais peut-être ses associés et son mouvement va essayer de influencer le cycle électoral en incluant Bolsonaro, etc. Et donc, comment cela va endommager la relation bilatérale entre ces deux pays. OK, merci beaucoup, Hussein, pour maintenir un peu le temps. Et donc, merci à tout le monde. Je suis vraiment remerciant. Il s'agit d'une conversation vraiment enrichissante, mais nous avons pris plus d'une heure. Et donc, je retourne la parole à Martha. Oui. Oui, j'étais en mute, je suis désolée. Après 6 ans, j'ai encore pas appris. En tout cas, merci vraiment beaucoup à Ricardo, à Hussein, à Robert et un grand merci à Bob pour être là, pour rejoindre cette réunion et pour le soutien envers les Conseils canadiens des Amériques. Nous aurions aimé passer un peu plus de temps avec vous, mais nous avons déjà passé l'heure à disposition et bien sûr, la discussion d'aujourd'hui reflète l'engagement continu du CCA en faveur du renforcement des relations entre le Canada, l'Amérique latine et les Caraïbes. Et les Caraïbes, nous vous encourageons à consulter notre document stratégique Beyond the Build, en français au-delà de la construction, qui présente une nouvelle approche ambitieuse visant à élargir les relations commerciales et économiques à travers les Amériques. Cela est disponible sur notre site internet ccacanada.com/Beyond the Build et nous avons hâte de donner suivi à cette
conversation cette année. La vidéo de l'événement d'aujourd'hui sera publiée sur YouTube en anglais, français et espagnol. Une fois de plus, merci énormément à vous tous pour nous avoir rejoints et en vous souhaitant une excellente journée. Obrigado. Merci beaucoup. Muchas gracias. Au revoir.